fais quoi, là? Je consulte les astres. Ah. Oui, parce que le médecin m'a dit de me faire opérer, mais pardon, j'aimerais bien avoir un deuxième avis quand même. Et alors, ils te disent quoi, les astres? Bah, d'attendre la nuit, il paraît qu'elle porte conseil. Avec Aesio Mutuelle et deuxièmeavis.fr, obtenez un deuxième avis médical en moins de 7 jours. C'est ça, la mutuelle d'aujourd'hui. Voilà, alors il fallait cette page de publicité, quelques idées, quelques phrases que vous avez peut-être déjà entendues et vous allez voir pourquoi on vous les propose. Tout ça, c'est dans la tête, c'est normal d'avoir mal pendant les règles, c'est une maladie à la mode, c'est au moins la 10e pause qu'elle prend. Encore une histoire de bonne femme. Pourquoi est-ce qu'on vous a projeté cette publicité et pourquoi est-ce qu'on affiche, j'allais dire, ces phrases à l'écran? Je ne sais pas si vous les avez prononcées ou si vous les avez entendues, ou peut-être les deux. Ce qui est certain, c'est que la publicité que vous avez vue tout à l'heure, qui est une publicité à Aesio Mutuelle que vous avez peut-être déjà vue dans les médias, est la publicité qui présente le service deuxième avis qui est proposé à l'ensemble des adhérents de la mutuelle. La première cause de consultation du service deuxième avis, c'est l'endométriose. Et donc, on s'est posé la question en travaillant sur cette journée, en disant mais pourquoi est-ce que c'est ce sujet-là, mais surtout de quoi on parle. Et comme on n'avait pas l'expertise pour en parler en interne, on a préféré faire appel à deux experts donc, que je vais inviter à me rejoindre. Deux experts donc, qui sont Yasmine Kando, qui est la présidente de l'association Endo France et donc qui va nous expliquer ce qu'est cette association, et puis Quentin Reboul, chirurgien gynécologue que j'invite et donc que vous pouvez accueillir. Je vous laisse prendre le micro. Voilà. Merci beaucoup à tous les deux. Je ne sais pas quelle est en tout cas la transition n'est pas évidente entre la table ronde précédente et celle-là. Peut-être, excusez-moi, je vais donner la priorité d'abord à Quentin. Quentin Reboul, donc vous êtes chirurgien gynécologue pour la Mutualité française Haute-Loire et vous exercez... Loire. Pardon, Loire, mea culpa. D'ailleurs, elles y sont toutes. Loire, Haute-Loire. Loire. En tout cas, vous exercez à Saint-Étienne. Là, je ne me suis pas trompé. On parle d'endométriose. Tout à l'heure, on affichait à l'écran le fait que c'était peut-être une histoire de bonne femme ou un truc à la mode. Est-ce que c'est qu'une histoire de bonne femme ou un truc à la mode? Ou est-ce que de quoi on parle quand on parle d'endométriose? Comment ça se manifeste? Et puis peut-être en quelques mots, quels sont les symptômes? Oui, donc, merci. Donc, je rectifie à Aesio Santé, comme ça au moins c'est plus simple. Mais merci déjà de votre invitation. Effectivement, les mots-clés et les petites phrases, je dirais, clés que vous avez mis sont quelque chose qu'on entend régulièrement. Et pour rebondir, on voit tout de suite pourquoi le deuxième avis. Parce que souvent, et je dirais aujourd'hui, le grand dame peut-être du siècle, c'est qu'on n'écoute pas ou on n'entend pas, en tout cas, peut-être les femmes, mais aussi les patientes, enfin les gens en règle générale, c'est déjà un problème. L'endométriose, phénomène de mode, alors j'allais dire oui et non. Oui, heureusement, parce qu'on en parle plus. Donc ça, on est plutôt très content que ça soit ce phénomène de mode-là, dans le sens où on libère la parole, on en parle, et ça, je pense qu'il n'y a personne dans la salle qui a loupé un spot ou qui a entendu ça à un moment ou à un autre. Par contre, non, c'est pas un phénomène de mode, c'est pas une maladie 2023, c'est une maladie qui a déjà été décrite fin du 19e siècle, les premières notations. Donc c'est au contraire une maladie qui est très vieille, qui après, et ça on pourra en rediscuter je pense, les pourquoi du comment. Pour vous dire deux mots et pour pas noyer la salle dans un truc très complexe, l'endométriose, qu'est-ce que c'est ? Il faut partir très simple, un peu de rappel anatomique évidemment, et dans l'utérus, endométriose, on le voit bien dans le mot, il y a endomètre. L'endomètre, qu'est-ce que c'est? C'est le tissu qui tapisse la cavité de l'utérus. Donc c'est ce qui est à l'intérieur de l'utérus des femmes. Et ce tissu, à quoi il sert? Il sert essentiellement à la fécondation de l'œuf fécondé. C'est-à-dire qu'il sert à s'épaissir,
je vais dire, faisons simple, hein, mais il y a une vascularisation qui arrive en plus, il permet à l'œuf fécondé de s'implanter. Évidemment, on le sait, tous les mois, il n'y a pas d'œuf fécondé, j'allais dire heureusement, mais évidemment, donc cet endomètre, finalement, il s'est épaissi pour rien. Donc c'est effectivement le phénomène des règles, j'allais dire cycliques évidemment des dames. Et cet endomètre, en fait, alors là on va commencer à parler, et c'est de la complexité de la maladie, du pourquoi, du comment, mais une des théories voudrait que cet endomètre, peut-être qu'il aille justement des reflux, par exemple dans les trompes qui arrivent dans le ventre, par voie sanguine, enfin, peu importe la voie, mais il vient s'implanter à d'autres endroits où il ne devrait pas. Et c'est là toute la maladie endométriosique. C'est-à-dire que cet endomètre, ce tissu, il faut voir, donc c'est différentes tailles, hein, il n'y a pas forcément, mais il vient s'implanter à l'extérieur de la cavité utérine et donc à un mauvais endroit. Cet endomètre qui s'implante, il réagit de la même façon que l'endomètre de l'utérus. Donc chaque cycle, il s'épaissit, il saigne, et on comprend tout de suite facilement maintenant, s'il saigne à l'intérieur, sur le côlon, sur le rectum, sur les ovaires, bah évidemment, ça fait pas forcément, c'est pas au bon endroit évidemment que ça devrait saigner. Phénomène inflammatoire, douleur, altération de la fertilité, et donc on en vient à altération de la qualité de vie, vraie maladie chronique, etc., etc. Aussi, on le voit bien, l'autre paramètre, quand on a saisi ça, c'est une maladie hormonale. C'est-à-dire que, on vient de parler de règles, donc les règles commencent à la puberté, s'arrêtent à la ménopause, donc c'est une grande partie, évidemment, cette maladie est vraiment focalisée. On pourra en discuter peut-être aussi un peu à la ménopause, mais c'est surtout évidemment focalisé dans la période d'activité menstruelle de la dame, et donc c'est un phénomène cyclique hormonal. Merci. Alors, en entendant Quentin Reboul, j'ai presque l'impression que c'est simple, presque l'impression que c'est simple. Vous, Yasmine Kando, à travers, donc aujourd'hui vous êtes présidente d'EndoFrance et on sera intéressé d'en savoir un peu plus, mais à travers votre parcours, mais aussi le parcours de milliers de femmes que vous avez eu, j'ai l'impression que c'est pas si simple que ça, entre la phase d'errance thérapeutique, la phase de diagnostic, la phase de traitement. Est-ce que vous pouvez nous en dire 2 mots sur ce que vous avez vécu et puis sur le pourquoi d'EndoFrance et comment c'est perçu, comment c'est vécu et ce que c'est au quotidien? Merci. Tout d'abord, je voudrais vraiment vous remercier de nous donner la parole sur ce sujet aujourd'hui. Je me sens privilégiée parce que l'endométriose, c'est à minima une femme sur 10 et je suis sûre que vous en connaissez forcément une autour de vous. L'endométriose, c'est aussi une errance médicale qui est importante parce que c'est une maladie qui revêt plusieurs formes, différents symptômes qui ne vont pas être les mêmes d'une femme à l'autre. Et c'est très compliqué de diagnostiquer cette maladie, surtout quand on ne la connaît pas. À titre d'exemple, moi, il m'a fallu 7 ans pour obtenir le diagnostic. J'ai vraiment commencé à souffrir à 16 ans et j'ai entendu le mot endométriose sans savoir ce qui se passait derrière à 23 ans. Donc 7 ans d'errance médicale où j'ai consulté divers spécialistes qui ne trouvaient pas. Et c'est ce que vivent la majorité des femmes atteintes d'endométriose. Nous avons mené une étude en 2020 avec Gédéon Richter qui est un laboratoire et l'Institut de sondage Ipsos qui interrogeait à peu près 1600 femmes. Et elles ont toutes dit qu'il s'était passé en moyenne 7 ans entre le premier symptôme et la prise en charge efficace. Elles avaient consulté en moyenne 4 gynécologues, 4 médecins avant d'avoir le diagnostic. Et tout ça, ça effectivement altère la qualité de vie. C'est une maladie qui va avoir un impact sur le quotidien, qui va être délétère pour le quotidien. Pour les plus jeunes, ça va conduire à l'absentéisme scolaire, l'absentéisme professionnel pour les autres. Et il faut pouvoir accompagner au mieux ces patientes. D'accord, mais alors, quand je vous entends tous les deux, pour moi, il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, Quentin Reboul nous dit « c'est pas nouveau, c'est quelque chose qui existe depuis longtemps ». Vous nous dites en moyenne 7 ans d'errance thérapeutique. Qu'est-ce qui explique, je vous donne la parole, mais pourquoi cette errance thérapeutique? Pourquoi est-ce que c'est si compliqué à diagnostiquer? Alors, c'est sûr. Alors, il y a plusieurs réponses, évidemment, à votre question. Le premier, et je pense qu'il est le plus flagrant, et par le biais des associations de patientes, et comme Yasmine représente aujourd'hui EndoFrance, c'est le fait qu'on n'apprenait déjà pas cette maladie à la fac. Enfin, il faut être clair, hein. Moi, qui ne suis pas encore très vieux, mais je ne l'ai pas appris. Enfin, moi, je me souviens de mon bouquin de gynécologie, il y avait 3 lignes.
Et quand maintenant, aujourd'hui, je vois que c'est plutôt, j'ai 50 bouquins, je me dis, bon, il y avait peut-être une vérité entre les deux. Donc déjà, ça, on ne l'apprend pas. Et grâce au soutien des patients, des associations, du plan d'action aussi de la DGOS, etc., aujourd'hui, il est enfin inscrit comme un élément majeur dans l'apprentissage des futurs médecins de demain. Donc ça, je pense, c'est déjà le premier pilier. On ne soigne que ce qu'on connaît. Donc si on ne te l'a pas appris, tu ne peux pas le soigner. Hein. Donc déjà, c'est bête et méchant. L'autre chose, et ça rejoint un petit peu les phrases clés que vous avez dit, c'est un problème de bonne femme. Et ça aussi, je suis obligé de prôner un peu pour ma paroisse, mais souvent aussi, on avait l'habitude, je me mets pas dedans, mais en tout cas, certaines personnes avaient l'habitude de dire, c'est pas grave, les règles c'est douloureux, tout le monde le sait, j'allais dire vulgairement, fais pas chier. Et surtout, voilà. C'est normal. Et c'est normal, t'es une femme, voilà, il faut que tu acceptes, et puis voilà. Et justement, mais c'est là où tout le débat, il est centré là-dessus. C'est un phénomène douloureux, oui, mais pas jusqu'à un certain point. Et Yasmine l'a très bien dit, c'est-à-dire que dès qu'on en vient à faire de l'absentéisme scolaire, l'absentéisme au travail, altération de la qualité de vie, on est clairement dans des domaines de maladies chroniques. On pourrait très bien maintenant penser à diabète, j'allais dire même le cancer, tout ça, c'est les mêmes impacts. Donc finalement, et c'est là où c'est pas normal. Donc c'est vrai qu'il y a une sensibilisation. Le fait, c'est pour ça qu'on disait phénomène de mode, de mieux en parler. Aussi les patientes se prennent, je dirais, à cœur de leur maladie, en tout cas de leurs symptômes, et elles se disent non mais moi maintenant je suis sûre d'avoir ça. On m'en parle, j'ai entendu parler de ça, mais c'est mon histoire en fait qu'on est en train de raconter, et donc elles viennent aussi prendre un peu la main sur son diagnostic, je dis souvent, mais en tout cas elles vont aller chercher l'information, elles sont être actrices de leur maladie, et ça c'est aussi très bien. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui c'est ça, et aujourd'hui la difficulté qu'il y a eu, on le disait, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter les patientes, ça c'est sûr, mais aussi les filières de soins, et ça c'est aussi l'autre avantage. Vous disiez expert, mais moi je déteste ce terme-là, c'est pas expert, c'est il faut prendre en charge les patientes comme une autre maladie, j'allais dire quelque part. Il ne faut pas non plus dire expert, c'est un truc d'expertise, très compliqué. Non, il y a des bases, il y a des trucs à savoir. Le médecin traitant, la sage-femme, l'infirmière scolaire, le médecin du travail, tout le monde est acteur finalement dans cette maladie. Et ça, c'est important. Et l'expert, oui, il peut être appelé pour certains, prise en charge, tout ça. Mais finalement, la prise en charge, il faut qu'elle soit simple, j'allais dire quelque part, et accessible pour tout le monde. Donc ce que j'entends, prise en charge, mais explication, pédagogie. Est-ce que si je le traduis en disant que l'endométriose, c'est un sujet qui concerne 50% à peu près 50% de la population, donc physiquement les femmes, mais que sociétalement, c'est 100% de la population, puisque vous le rappeliez, on a tout, c'est 10% des femmes qui sont touchées, mais on a tous dans notre entourage, quand on est un homme, soit une épouse, soit une maman, soit un enfant, soit des amis, soit des collègues, finalement, on est bien sur un sujet de société qui nous concerne tous sans aucune exception. Ah mais complètement d'accord. Et c'est là le vrai challenge sociétal aujourd'hui. Déjà de le reconnaître, la traiter, mais c'est aussi dans le monde de l'implication dans l'entreprise. Et ça, vous le disiez là juste avant, on parlait de productivité, de financement, etc. Mais justement, s'il y a de l'absentéisme, et ça on le sait, et on le voit aussi, ce côté tabou dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'il y a, on estime en tout cas que 86% des femmes qui ont de l'endométriose n'ont pas osé aller en parler à leur supérieur hiérarchique, que ce soit même le collègue d'ailleurs, ou quelqu'un, te dire mais et je fais face dans mon travail, c'est-à-dire je ne vais pas le montrer, on a une perte de productivité, si on veut parler même économiquement malheureusement, et c'est un vrai problème de société. Et ça, il faut avoir aussi l'attrait dans le monde du travail. Alors c'est toutes les questions aujourd'hui de modernité qu'on se pose. Est-ce qu'il faut faire des congés menstruels? Est-ce qu'il faut la reconnaissance comme travailleur handicapé, etc. Mais en tout cas déjà de savoir, et comme on disait, on l'avait mis dans un des derniers flyers d'Aesio pour vous, et je crois que vous l'avez mis, c'est la 10e pause par jour. On va l'afficher. Voilà. Et en fait, on se dit pas, mais tiens, il y a un problème. Il faut savoir en parler, quoi. C'est vrai. Alors justement, je voulais vous donner la parole, Yasmine, puisqu'a priori, depuis 2022, donc le gouvernement a pris en charge le sujet, mis en place un certain nombre d'actions. Est-ce qu'elles sont suffisantes, insuffisantes? C'est mieux que rien?
Alors, c'est peut-être un petit peu tôt pour juger cette stratégie qui commence simplement à être mise en œuvre. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'on a beaucoup travaillé avec les équipes ministérielles, les professionnels de santé, les associations, justement pour essayer d'améliorer le parcours de soins, de le faciliter, de le rendre visible, et puis de trouver des solutions pour que chaque femme puisse vivre au mieux avec sa maladie. On part de rien. On partait vraiment de rien. Notre association existe depuis 2001, ça fait plus de 22 ans, et ça fait plus de 20 ans que l'on espère que l'endométriose devienne un enjeu de santé publique. Et aujourd'hui, il y a vraiment une prise de conscience au niveau du gouvernement. Donc, on ne va pas tout jeter tout de suite. On va dire qu'effectivement, on est peut-être à l'ère zéro de l'endométriose, là où le moment où les choses se mettent en place et se construisent. Mais effectivement, pour rebondir sur ce que vous disiez, c'est l'affaire de tous, l'endométriose. Effectivement, c'est un problème de société dans le sens où, depuis quelques années, nous sensibilisons dans les entreprises. Et chaque personne qui entendra parler d'endométriose sera un vecteur d'information pour celles qui en souffrent, finalement. Alors on peut en parler dans les médias, et on reviendra sur vous parliez de congé menstruel, donc on pourra y revenir, revenir dessus, avec un exemple qui a été beaucoup médiatisé. Peut-être, avant de prendre cet exemple, vous faisiez référence à une campagne, et ce que je vous propose, c'est 2 vidéos qui sont des vidéos qui sont proposées en tout cas par Aesio Mutuelle pour sensibiliser au sein des entreprises. Donc je vous laisse les regarder. Donc c'est sa 10e pause de la journée, elle est encore absente. Comment est-ce que des campagnes comme celle-ci peuvent avoir un rôle, ou quel impact ça peut avoir? Et est-ce que c'est des campagnes autoportantes, ou est-ce que c'est des campagnes qui doivent être accompagnées? Et si elles doivent être accompagnées, qui doit les accompagner? Je ne sais pas qui veut prendre la parole le premier. Elles sont criantes de vérité, en tout cas ces campagnes, elles sont très, très justes. Pour vous donner un petit exemple, une femme qui a une crise d'endométriose, pour les hommes qui ont la chance, je suis ironique, de connaître les coliques néphrétiques, eh bien c'est ça la douleur de l'endométriose. Pour celles qui ont accouché sans péridurale, une crise d'endométriose, c'est beaucoup plus violent. Donc c'est criant de vérité. Ces campagnes sont justes. Et je pense que c'est important d'aller encore plus loin et de sensibiliser l'ensemble des salariés et les managers à ce qu'est l'endométriose, à ce qu'elle implique vraiment dans le quotidien, pour justement pouvoir mieux les accompagner dans le projet professionnel. Mettre en place des modes de travail alternatifs, faire appel aux médecins du travail, effectivement la fameuse reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Tout ça, ça va permettre d'être dans une stratégie gagnant-gagnant qui va permettre à la femme de se maintenir en emploi tant bien que mal, et puis à l'entreprise aussi de ne pas perdre une salariée qui peut avoir de grandes qualités, mais qui est juste handicapée dans son quotidien. Parce que dans certaines formes, l'endométriose, c'est un vrai handicap invisible. Merci. Entièrement d'accord, évidemment. Après, pour alimenter un peu le débat, justement, dans le monde de l'entreprise, et on va opposer, donc, il y a 3 grands personnels, les collègues, le patron et le médecin du travail. Et c'est là tout le challenge au sein de la société et dans l'entreprise. Et c'est vrai, et la question, elle est en suspens, quel est le meilleur interlocuteur? Ça va dépendre. Parfois, on va avoir un patron accessible, on peut lui en parler, peut-être dans une petite des PME, par exemple, des choses comme ça. Dans des grands groupes, peut-être, est-ce que oui ou non? D'ailleurs, il peut y avoir des managers très disponibles. Les collègues, justement, elle fait chier, elle fout rien. Mais non, mais en fait, je comprends. Enfin, ok, elle était en crise, même limite, arrête, rentre chez toi, et voilà. Et le médecin du travail. Et le médecin du travail, aujourd'hui, on essaye, et je pense que dans les plans, ils vont être de plus en plus intégrés dedans, et on le voit, notamment dans les filières, ils sont de mieux en mieux intégrés. Et c'est aussi peut-être l'interlocuteur, peut-être de demain,
pour la salariée, j'allais dire au sens large, dans cette situation, puisque on va parler de données de santé. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a aucune légitimité, en tout cas au salarié, à évoquer ses problèmes de santé. C'est son droit, et notamment dans des problèmes d'embauche, on n'a pas à discuter de ses problèmes de santé. Dans le monde de l'entreprise, même si on vous pose la question, déjà, elle pourrait être prise pour déplacer dans le Code du travail. Mais le médecin du travail, il est là pour se dire « j'entends votre plainte, je peux aussi aménager le poste de travail, je peux améliorer votre qualité de vie au travail, je peux faire l'interface peut-être dans le monde du travail, et c'est mon job de dire sans pour autant dévoiler le problème de santé de fond ». Parce que ça aussi, c'est un droit aux patientes de ne pas dévoiler. Enfin, on pourrait très bien dire « j'ai un problème de santé, mais je veux le garder pour moi ». Et je crois que l'intérêt, c'est aussi justement de changer le regard sur ces pathologies invisibles, changer le regard sur la souffrance de l'autre et se montrer plus inclusif, en tout cas. Et alors justement, changer le regard, quand on a préparé cette table ronde, en écoutant la radio comme tout le monde, je vous ai dit à tous les deux, mais il y a quand même une société qui est largement en avance sur tout le monde, c'est Carrefour pour ne pas les citer, puisqu'ils ont annoncé que l'endométriose était reconnue comme une cause et donc que tout était réglé pour les femmes. Donc ça, c'est ce que j'avais perçu en écoutant la radio ou en regardant le journal. Ce que vous m'avez expliqué, c'est que c'était au-delà de la prise de conscience qui était déjà un bon premier pas, mais finalement la solution qu'avait proposée Carrefour, elle n'était peut-être pas aussi simple que ça, et je suis pas en train de juger Carrefour, mais juste de dire, oui, ils ont intégré le sujet, pourquoi est-ce que c'est pas si simple que ça, ce qu'a proposé Carrefour, ou pourquoi est-ce que c'est peut-être pas aussi beau qu'on peut l'entendre je pense que c'est toujours bien. Enfin, c'est déjà un très bon signal d'un grand groupe français qui a pris conscience justement d'une qualité de vie au travail et d'avoir pris l'endométriose. Et vous l'avez très bien signalé depuis le début, de par sa prévalence, une société comme Carrefour, une entreprise comme Carrefour, a forcément des milliers de femmes atteintes dans son groupe. Donc se dire, au bout d'un moment, j'ai des milliers de salariés qui sont concernés, est-ce que je vais fermer les yeux là-dessus ? Peut-être pas. Aujourd'hui aussi, assez positif, on parle beaucoup de qualité de vie au travail. On sait que de plus en plus, et vous l'avez un peu évoqué à la conférence d'avant, les salariés de demain changent un peu de paradigme, vont chercher la qualité de vie au travail. On le sait, ils sont toujours de plus en plus demandeurs télétravail, est-ce que je vais être bien dans mon emploi, il y a tous ces attraits-là, et donc de se dire, voilà, j'ai de l'endométriose, par exemple. Je suis embauché par une société, une entreprise qui a déjà une sensibilité, en tout cas qui les reconnaît comme telle. Je me dis, je serai justement, comme l'a dit Yasmine, pas forcément jugé. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Après, évidemment, et le monde est pas simple, c'est pas si simple. Ils ont assez restreint. Effectivement, il faut que la patiente, notamment, soit reconnue en tant que travailleur handicapé. Donc, avec des dossiers aujourd'hui qui sont très lourds, assez mal codifiés. Même moi, dans mon travail au quotidien, finalement, on aimerait bien accompagner les patientes, mais c'est le médecin traitant qui doit faire ce dossier-là aujourd'hui. Est-ce que c'est le plus à même finalement à le faire ? Il y a quand même un challenge, et ça, Yasmine vous le dira mieux que moi, au sein des associations de patientes et des patientes au quotidien, c'est ce parcours du combattant à faire reconnaître finalement. Aussi, l'autre problématique, et c'est une question en suspens, mais on l'a aussi un peu dit, il y a endométriose et endométriose dans le sens où toutes les endométrioses, je ne vais pas dire ne se veulent pas, parce que ça c'est un critère de jugement, mais toutes les endométrioses ne donnent pas les mêmes symptômes, les mêmes handicaps aussi. Et c'est un signal d'espoir que je transmets souvent aussi aux patientes. C'est pas parce que vous avez de l'endométriose aujourd'hui que votre vie, va être foutue, que vous allez forcément infertile, que vous allez forcément finir handicapé. Heureusement, parce que autrement il y aurait 3 millions d'handicapés en France, de plus par an. Mais au contraire, il y a certaines formes qui vont, elles, devoir. Donc ça aussi, la complexité, comment reconnaître ces patientes pour pas non plus stigmatiser non plus tout le monde. C'est très compliqué. D'accord. Et ce qui est certain, en tout cas ce que je comprends dans ce que vous dites, c'est qu'effectivement aujourd'hui le choix qui est à faire, on reste sur l'exemple de Carrefour, mais il va y en avoir plein d'autres, et j'allais dire plus il y en aura, et plus il y aura de situations à traiter, mieux ça sera. Mais finalement on est avec des femmes qui se retrouvent dans une situation soit de masquer ce qu'elles vivent et d'essayer de faire comme si de rien n'était,
soit d'aller, et la démarche, la reconnaissance par RQTH, c'est quand même quelque chose qui est lourd et contraignant à obtenir. Et donc on passe d'un extrême à l'autre où je suis invisible à je monte un dossier. Et finalement, ce que je comprends derrière ça, c'est tous les sujets qu'il y a autour du handicap invisible, ou comment est-ce que je mets en avant et j'explique ce que j'ai, tout en disant que je demande à vivre normalement. C'est vrai que c'est toute la complexité, l'ambiguïté, mais nous, on encourage vraiment toutes les femmes à demander cette RQTH à partir du moment où elles sont vraiment très impactées dans leur quotidien, et notamment leur quotidien professionnel. Ça n'est qu'un avantage, ça n'est qu'un bénéfice pour elles. À partir du moment où elles l'obtiennent, si le dossier il est bien détaillé, accompagné avec des comptes rendus médicaux de spécialistes, etc., il a toutes les chances d'être reçu. Et à partir de là, la personne n'a aucun intérêt à le garder pour elle. Il faut qu'elle le dise, je suis titulaire d'une RQTH, parce que l'obligation de l'employeur derrière, c'est de s'assurer que le poste sera en adéquation avec l'état physique de la patiente, de la personne. Et donc, elle va bénéficier d'aménagement de poste. C'est pas très compliqué d'aménager un poste pour une personne atteinte d'endométriose. Par exemple, une chaise de bureau, souvent, pour une personne lambda, ça va être très confortable et c'est très bien. Quand on a été opéré, multi-opéré, quand on souffre au quotidien, la chaise de bureau, elle peut nous paraître vraiment très, très inconfortable. Mais il existe des mobiliers très adaptés qui vont libérer le poids sur le périnée, etc. Et ça va permettre à la personne de travailler sans souffrir. Donc il y a des petites choses comme ça qui peuvent être mises en place. Il y a des accords télétravail dans les entreprises. On peut essayer de négocier. Les semaines où je vais bien, je ne prends pas mon jour de télétravail obligatoire, je le garde pour le jour où j'en aurai vraiment besoin, où je ne pourrai pas prendre le métro parce que être debout, ce sera trop compliqué. C'est plein de petites choses comme ça. Et en fait, cette RQTH, c'est un vrai bénéfice pour la patiente. D'accord. Et alors, ce que j'entends quand même en vous écoutant tous les deux, c'est qu'il y a quand même du négatif au départ, mais quand même beaucoup de positif à l'arrivée. Du positif dans le sens où aujourd'hui, on sait diagnostiquer, il y a des traitements qu'on sait apporter. Du positif dans le sens où il y a des mesures, alors soit au niveau gouvernemental, soit au niveau des entreprises, mais en tout cas, il y a une parole qui se libère et des messages qui commencent à passer, une prise de conscience qui commence à se faire. J'aurais une question alors, qui va être différente pour tous les deux, puisque Quentin, je voudrais, quel serait le message important que vous voudriez adresser alors, aux femmes qui sont dans la salle et puis à toutes les femmes en général? Préparez-vous, je vais vous poser la même question en disant quel sera le message à adresser à tous les hommes qui sont dans la salle, mais à tous les hommes en général, avant de leur laisser la parole. Quel message, je pense, en mots simples, parlez-en. Parlez-en, ne restez pas seul. Et c'est tout le souci. Yasmine l'a très bien dit, l'errance diagnostique. Et finalement, moi, je me bats un peu là-dessus, c'est en disant, comme on disait, mais bon sang, la patiente, finalement, et quand on voit dans l'errance diagnostique, quelque part, la patiente n'était pas folle. Elle l'a dit depuis 7 ans, ce qu'elle avait. Mais personne n'a entendu. Alors, on l'a dit, il y a beaucoup d'explications, c'est pas aussi simple. Mais finalement, parlez-en. Et si vous n'avez pas écoute, changez de médecin, allez voir quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui, au bout d'un moment, j'espère, arrivera à vous entendre. Et c'est tout le but, quoi. Il faut d'être entendu et écouté aujourd'hui. Très clair. Donc le message pour ces dames qui sont dans la salle, le message pour les hommes qui sont dans la salle. Bien, je dirais que dans l'association, on a un parrain, c'est le numéro 15 de l'équipe de France de rugby, Thomas Ramos, qui lui s'est tourné vers nous en disant « Je suis conjoint, ma femme a de l'endométriose et je réalise à quel point cette maladie, c'est une maladie de couple, c'est une maladie que je vis à travers elle au quotidien et je veux porter ce message-là que les conjoints, les papas, les grands frères ont un rôle à jouer. » Moi, je suis toujours très touchée quand nous organisons des événements et que je vois des hommes dans la salle. Je commence toujours par les féliciter de leur présence parce que c'est pas toujours facile et pourtant leur présence est essentielle. Être présent aux côtés d'une femme atteinte d'endométriose, aller lui chercher son médicament, sa bouillotte quand elle en a besoin, c'est le b.a.-ba et c'est ce qui va lui permettre aussi de se sentir soutenue et accompagnée et c'est très important. Donc vous avez tous un rôle à jouer et puis maintenant que vous avez entendu parler d'endométriose, vous ne serez plus indifférent à la collègue, à la collaboratrice, à la jeune femme, à la jeune fille autour de vous que vous verrez en souffrance et vous pourrez peut-être lui dire « je ne sais pas si c'est ça,
mais renseigne-toi sur l'endométriose et ça lui fera gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et puis, un message peut-être, si vous me permettez, pour toute la salle. Endométriose et travail, c'est quelque chose de compliqué. Nous avons rédigé un livre blanc qui s'appelle Endométriose et travail, qui est téléchargeable sur notre site internet sur la page Travailler avec l'endométriose. Il y a plein de ressources. Et puis également, nous avons sorti cette année, nous avons conçu un serious game qui s'appelle Endo-Travail. Et celui-là, il est intéressant parce que vous vous mettez à la place du personnage qui s'appelle Catherine, qui a de l'endométriose, qui reçoit une alerte sur son téléphone qui lui dit « Aujourd'hui, c'est ton IRM, ça fait 6 mois que tu l'attendais. » Et puis elle a un coup de fil de son chef qui lui dit « Oh, je veux vous voir, réunion urgente, client. » Et voilà. Donc vous allez choisir d'aller à l'IRM et vous verrez la colère du patron. Vous allez choisir d'aller à la réunion et vous verrez qu'elle va perdre encore 6 mois pour obtenir son rendez-vous d'IRM. Et donc vous allez aller dans le jeu comme ça, progresser, avec toutes les solutions positives que l'on peut amener, justement, notamment avec la rencontre du médecin du travail. Très clair, en tout cas un grand merci à tous les deux. Alors on va prendre quelques questions, mais je pense que déjà on peut vous applaudir. Merci pour ces témoignages. L'idée à travers cette table ronde, c'était bien de dire, quand on fait le lien par rapport à ce qu'on a pu se dire ce matin, il y a une logique et une chronologie. On a travaillé sur les thématiques d'engagement et le pourquoi la santé au féminin, tout en disant que c'était bien un sujet de société et pas un sujet de femmes. On a eu la présentation de la pièce de théâtre Ex Utero. Je ne sais pas d'ailleurs si vous avez eu l'occasion de la voir, mais si vous ne l'avez pas encore fait, il faut vraiment aller la voir, qui était déjà sur cette logique de sensibilisation et en travaillant aussi sur le papillomavirus, donc pour expliquer que c'était bien des sujets là aussi de société. Et j'espère qu'à travers les 2 témoignages qu'on a pu avoir et les explications, on a pu encore plus vous sensibiliser sur le fait que j'insiste, ça concerne les femmes, les hommes, les jeunes et les moins jeunes. Voilà, ce que je vous propose, et ce qu'il y a, alors peut-être qu'on peut mettre un peu de lumière, et puis s'il y a des questions, c'est l'occasion de les poser. Donc, j'ai retenu qu'il ne fallait pas dire à nos 2 experts, donc à nos 2 témoignants. Alors, pour les micros, il y a des questions là-bas. Peut-être si on peut avoir un tout petit peu de lumière, s'il vous plaît. Merci. Simplement, docteur, si vous pouviez nous expliquer un peu les traitements, quelles sont les solutions qu'on peut apporter aux patientes atteintes. Merci. Je vous remercie de cette question. Les traitements, et c'est ça aussi la complexité de la maladie. Aujourd'hui, on va beaucoup parler... En fait, déjà de base, le traitement, il ne va pas se limiter. C'est une maladie chronique, donc ce n'est pas qu'un traitement... J'allais dire un cachet qu'on va donner un jour, voire, il n'y a pas que ça. Il faut que la prise en charge, elle soit globale, ce qu'on appelle holistique. C'est une maladie chronique, douleur chronique, donc, et comme on l'a vu, il y a plein de retentissements généraux. Donc c'est ça l'organisation, c'est-à-dire que ça prend déjà beaucoup de temps, entendre les plaintes, pour savoir toutes les soigner. Et ça, c'est ça la difficulté. L'endométriose, comme on l'a maintenant bien compris, maladie hormonale, donc aujourd'hui, même pour faire plus large, il n'y a pas de traitement aujourd'hui qui soigne l'endométriose. On n'a pas déjà commencé comme ça. On ne sait pas comment elle se crée, pour faire simple, et donc on n'a pas de traitement spécifique. Donc on n'éradique pas l'endométriose, on la fait aller mieux. Donc c'est déjà ça. Et on l'espère beaucoup mieux. Mais on a un traitement hormonal donc, qui a visé à bloquer ce fonctionnement de l'endomètre, ça c'est le grand pilier, mais il va correspondre pour une grosse partie des patientes, mais pas toutes. Après, on va aussi parler de problèmes de fertilité. Problème de fertilité, là aussi, il y a un éventail de traitements possibles. Toutes les patientes ne vont pas être infertiles avec l'endométriose, heureusement, mais si on a un problème, on va avoir d'autres traitements. Il y a des problèmes, évidemment, de la douleur, traitement de la douleur qui ne se limite pas non plus qu'un cachet d'ibuprofène. Hein. Il est plus complexe que ça. Beaucoup d'accompagnement, beaucoup de temps, beaucoup d'écoute. Et ça, je pense que c'est une grande clé de succès. Et c'est ce pourquoi je pense que peut-être beaucoup de confrères, parfois, peuvent être en échec, parce qu'on se limite peut-être qu'à une pilule, pour faire simple, mais la maladie est bien plus complexe que ça. L'autre part, et je l'ai mis en dernier, volontairement, parce que c'est la chirurgie. Aujourd'hui, on est passé à une ère, je pense, dans l'endométriose avec un versant très chirurgical
Et aujourd'hui, je pense que la chirurgie doit être ciblée, elle doit répondre à un but. Un but, douleur, effectivement, mais douleur, j'allais dire en dernier recours quelque part, c'est un peu ça l'idée, parce qu'on a essayé le reste, et la fertilité évidemment. Donc c'est aujourd'hui, je pense, et ça on le voit malheureusement, c'est aussi une sentence, beaucoup de patientes ont subi beaucoup de chirurgie, et souvent je dis malheureusement, parfois inutile, bon c'est difficile à juger, toujours pareil, mais la chirurgie, elle est aussi, pourquoi il y en a eu beaucoup? Parce que parfois elle est binaire. On a une maladie, on opère, on n'a plus la maladie. Mais bien sûr que non. Donc, c'est ça, elle doit répondre à un but. Donc, une prise en charge globale, beaucoup de traitements, beaucoup d'accompagnement, beaucoup d'écoute. Et je pense que ça rejoint le deuxième avis, pour refaire le lien, justement. C'est que parce que les patientes, elles se disent, on m'a prescrit une pilule, mais on ne m'a pas soigné mes douleurs pendant les rapports. J'ai dit pendant 30 minutes que j'avais des diarrhées à chaque fois que j'ai mes règles, on ne m'a rien donné pour ça. On ne m'a pas expliqué, on ne m'a pas entendu, etc. Et finalement, on le voit bien. Et pourquoi c'est le premier? Moi, ça ne me choque pas que ça soit la première plainte au deuxième avis. C'est parce qu'elles ont besoin de beaucoup d'informations. Et parfois, elles ne l'ont pas eu, cette information, donc elles vont le chercher. Donc c'est vrai que très bien de ce type de plateforme, dans le sens, au lieu de chercher dans Google, alors il y a les associations de patientes, très bonne source d'informations. Deuxième avis aussi, pourquoi pas? J'allais dire, et pourquoi pas, tant mieux. Moi, j'incite aussi mes patientes parfois en disant, mais vous savez, allez voir quelqu'un d'autre. Hein. J'espère qu'il vous dira la même chose que moi. On est toujours un peu voilà. Mais si vous ne dites pas la même chose que moi, après, vous choisirez. Et c'est ça qui est important. Surtout quand on ne le sent pas. On ne va pas subir une chirurgie. Notamment, c'était l'exemple de deuxième avis. On m'a proposé une chirurgie. Ouais. Est-ce qu'elle est vraiment utile? Je ne sais pas. Et donc, c'est vrai que c'est comme ça. Et donc, maladie complexe, prise en charge, j'allais dire complexe, mais heureusement avec beaucoup de résultats aussi. Mais vous l'avez très bien dit, la prise en charge, elle doit être holistique, globale. Et c'est vrai que tous les soins de support ont un intérêt dans l'endométriose. Tout ce qui va être kinésithérapie, ostéopathie, acupuncture, sport adapté, alimentation, même s'il n'y a aucune preuve scientifique sur le fait que ça agisse sur l'endométriose, mais au quotidien, on peut s'en rendre compte. En tout cas, ça agit sur certaines inflammations et douleurs, sur certains symptômes. Donc voilà, tout ça, ça accompagne vraiment le traitement médical au long cours et ça aide à gérer la douleur. Et justement, une petite piste comme ça pour avancer, c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit, et vous l'avez très bien souligné pour faire le pendant avec tout ce qui a été dit, je pense, aujourd'hui, mais le médecin a un peu manque de temps. Donc, comment faire pour que la prise en charge soit globale avec le manque de temps médical? On vous l'avait très bien dit dans la conférence d'avant, transfert de compétences parfois sur d'autres professionnels. Et heureusement qu'on n'est pas tout seul dans l'endométriose, kiné, sage-femme, etc. Mais aussi, il y a les séances d'éducation thérapeutique aussi qui sont très bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et je pense que c'est le grand changement, le grand virage de beaucoup de maladies chroniques, même pour faire au sens large, le patient doit devenir acteur, mais acteur principal de sa maladie. J'ai des problèmes, j'ai besoin qu'on y réponde, et dans une maladie aussi complexe, par exemple, nous on est en train d'en élaborer un projet d'éducation thérapeutique. Qu'est-ce que c'est? C'est plusieurs séances où on va faire un diagnostic un peu de, voilà madame, vous avez cette maladie, quels sont vos symptômes? Vous avez la prise en charge médicale, mais comment je peux vous accompagner sur le reste? Les douleurs pendant les rapports, donc avec des apprentissages, cours de sexologie, tout ça. Il peut y avoir l'utilisation de neurostimulation, la diététicienne, moi je suis très croyant, mais bon, peu importe, mais psychologue, infirmière, tout un tas de professionnels de santé. Et ça aujourd'hui, ça rejoint aussi la tarification à l'acte ou au parcours de soins. Quelque part, pour l'endométriose, est-ce qu'un parcours aux soins serait bien défini, codifié? Ça serait peut-être pas mal. Je vais le suggérer, j'ai bientôt un rendez-vous au ministère. Vas-y. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Le micro arrive. Oui, non, je voulais souligner que dans l'entreprise, vous n'avez pas évoqué les personnes qui sont interlocutrices aussi. De fait, ce sont les représentants du personnel. Et en particulier, on sait qu'il y a une obligation de désigner un référent santé côté employeur et un référent santé côté CSE. Je crois que ça, c'est important de sensibiliser dans l'entreprise ces personnes-là qui auront donc la possibilité d'avoir une écoute particulière
lorsque ces questions-là seront soulevées. Oui, tout à fait. Je voudrais d'ailleurs saluer ces référents parce que ce sont eux qui nous sollicitent justement pour mener des sensibilisations dans leur groupe, dans leurs entreprises. Référents handicap, référents mixité, inclusion, peu importe comment ils s'appellent, mais ce sont ces personnes-là, effectivement. Est-ce qu'on peut poser la question de la prévention? On en a beaucoup parlé ce matin et dans la première table ronde. On n'en a pas beaucoup parlé au sens où on aurait mis des réalités que vous avez dites sous le même mot. Vous avez parlé d'éducation thérapeutique, vous avez évoqué l'adaptation d'un poste de travail. Tout ça fait partie, en tout cas pour moi, de la prévention. J'ai plusieurs questions. Est-ce qu'on peut dépister l'endométriose? Est-ce qu'on peut faire de la prévention primaire de l'endométriose? Mais j'ai aussi des questions à ma mutuelle. Est-ce qu'on peut inscrire l'endométriose concrètement dans un plan de prévention de la mutuelle, par exemple dans le chapitre santé au féminin dont parlait la secrétaire générale ce matin? On commence par quoi alors? Le dépistage de l'endométriose, pour dire un petit mot là-dessus, alors oui, il y a des très beaux tests qui vont, je pense, là, être commercialisés, on l'espère rapidement, mais ils ne vont pas répondre aujourd'hui à un besoin, ce qu'on va appeler de santé publique de dépistage. Ils ne vont pas avoir une place comme ça, ils vont vraiment avoir une place. Alors aujourd'hui, c'est toute la question où on va les mettre. C'est des tests aujourd'hui qui vont être salivaires avec la détection d'ARN, enfin peu importe, mais qui ont une très bonne sensibilité et spécificité. Donc on pas dire à coup sûr, mais bon, ça reste a priori, les études, là, elles vont être présentées là en novembre, mais a priori, ça devrait avoir un test qui va très bien marcher. Aujourd'hui, et c'est ça la réflexion, ce test, il doit s'intégrer, qu'est-ce qu'on va en faire? Et c'est ça la question. C'est de se dire, est-ce que ça change les choses, je mets le pavé dans la mare, d'avoir l'étiquette, finalement, endométriose, dans votre vie quotidienne, qu'est-ce que ça va changer? Alors après, c'est de se dire, si vous avez eu, et dans le monde idéal, dans un parcours de soins idéal, normalement le diagnostic il va être rapidement posé. Il peut y avoir justement dans ce parcours-là des complexités diagnostiques pour lesquelles je pense aujourd'hui le test va avoir toute sa place. Moi le premier, enfin je pense que chez certaines patientes, en bout d'un moment très complexe, on peut se poser la question et il va nous aider. Mais pas du tout en dépistage, je ne suis pas ça très pour. Pourquoi? Et ça rejoint le volet prévention. Finalement, pas toutes les patientes atteintes d'endométriose, mais la plupart, les symptômes vont débuter dès pratiquement les premières règles, ou en tout cas dans les premières années. Ça, finalement, et c'est, je pense, le cheval de bataille de la prévention pour justement, et là on l'a dit, patient acteur de sa maladie, au centre, je comprends ce qui m'arrive, ça va être évidemment de la sensibilisation dans le milieu scolaire. C'est, je pense, aujourd'hui le grand challenge dans la prévention dans ça. Pourquoi? Parce que les infirmiers scolaires sont les premiers à pouvoir peut-être faire ce dépistage. Parce que là aussi, une fille en 3e qui n'est pas là tous les mois, il y a un problème. Mais je dirais, pour faire simple, cette fille qui n'est pas là tous les mois, est-ce que de lui faire un test, ça va changer grand-chose? Je ne suis pas convaincu aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle soit prise en charge, oui, bien sûr. Mais je mets le pavé dans la mare, mais qu'on l'étiquette endométriose à 15 ans ou dysménorrhée, donc une dame qui a des douleurs de règles, finalement, le problème, il est le même. Elle n'est pas là. Il faut lui soigner ses douleurs de règles. Mais l'étiquette, vous voyez, le test, quelque part, est-ce qui va nous servir? Donc je pense que ça, on va avoir la position au niveau de la remboursement, de l'HAS, etc., qui vont venir. Mais je pense qu'il va être réservé dans certains cas de figure voilà, de difficultés diagnostiques quelque part. Aujourd'hui, il est disponible. Hein, vous pouvez aller en Suisse, notamment en Allemagne. Il n'est pas donné. 400, je ne sais plus combien. 800 €. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, est-ce que la sécurité sociale sur 3 millions de femmes va supporter 800 €? Vous voyez très bien où je veux en venir. On a parlé de déficit pendant longtemps. Là, on a déjà 400 millions d'euros qui sont partis. Donc, aujourd'hui, c'est compliqué. Mais en plus, le service médical rendu, il ne va pas être très important chez toutes les patientes, en tout cas. Donc, la prévention, elle va effectivement, et ça, vous l'avez souligné, dans le monde idéal, et on pourrait penser, mais ça reste à prouver scientifiquement, plus tôt on prendrait en charge la maladie. Alors, je ne dirais pas qu'on puisse éviter l'évolution, parce que ça, c'est difficile de dire encore aujourd'hui, mais en tout cas, on fait faire le patient comme acteur de sa maladie et de se dire, bah, je sais que j'ai un problème, la rassurer dans le futur, parce qu'il n'est évidemment pas utile et contre-productif de dire à une jeune fille de 15 ans,
des problèmes d'infertilité, etc. Ce n'est pas le sujet à un instant T, mais comme le dépistage aussi, vous l'avez dit, de papillomavirus, mais de se dire, il faut que je le sache dans ma vie, voilà, j'ai ce truc qui va m'amener à consulter éventuellement des spécialistes, qu'est-ce que ça me... Enfin voilà, qu'est-ce que j'attends, enfin, qu'est-ce qui peut m'arriver, etc. Donc ça, c'est très important. Après, au sens mutuel, ça, on pourrait très bien envisager plein de choses. Enfin, il y a plein de travail à faire. Après, je pense que le fait aussi que la mutuelle peut être un interlocuteur, proposer, je ne sais pas, enfin, il y a plein de pistes. Oui, et puis la mutuelle, elle intervient aussi dans le remboursement des soins de type ostéopathie, par exemple, ou autres spécialités qui ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc ça, c'est important parce que ça entre vraiment dans la prise en charge quotidienne des patientes pour gérer les douleurs. Mais pour en revenir sur la prévention, comme vous l'avez dit, Quentin, la sensibilisation, c'est une des premières choses. Intervenir auprès des jeunes filles, c'est ce qu'on fait chaque mois dans les collèges et lycées, juste pour leur dire les symptômes qui doivent les alerter et ne surtout pas être considérés comme normaux en 2023. Je pense que c'est ça qu'il faut changer dans l'inconscient collectif. Avoir mal au ventre pendant ces règles, ça n'est pas normal. Il faut voir où on met le curseur normal, bien évidemment. Mais si on ne peut plus mener à bien ses activités quotidiennes, si on ne peut pas aller travailler, si on ne peut pas aller au lycée, si on prend un médicament de palier 1, enfin un simple paracétamol et que ça ne passe pas, ça n'est pas normal. Et c'est ça qu'il faut réussir à ancrer dans la tête des gens, peut-être. Parce que les femmes, on les connaît aussi beaucoup. Elles serrent les dents, bon, ça passera, ça passera. Mais il faut arrêter de serrer les dents au bout d'un moment. Il y a une question là. C'est chouette, on n'a que des questions d'hommes. Parfait. Ça montre que le sujet est complètement Génial. acquis sociétalement parlant. Mais c'est ça pour dire deux mots. Nous, on voit, enfin heureusement, moi je vois beaucoup les couples en consultation, mais parce qu'ils viennent toujours à deux, et moi je suis très content aussi parce qu'on peut aborder plein de choses. Une de plus, donc, de la part d'un homme. Je pense que cette table ronde n'aurait pas eu lieu il y a quelques années. Je pense que personne n'aurait eu idée de parler de l'endométriose dans un lieu public. Alors, je pense aussi que vous avez été aidé par notamment une actrice très populaire. Hein. Moi, je ne la connaissais pas, je ne regardais pas le feuilleton à la télé. Vous voyez de qui je veux parler. Mais je lisais la presse, etc. Et effectivement, elle vous a bien aidé à amener sur le devant de la maladie, cette maladie, et de la populariser, quoi, en fait. On a clairement vu un changement depuis la médiatisation de Laetitia, depuis qu'elle a osé dire son histoire aux médias. On a clairement vu le changement. Elle a réalisé un documentaire qui s'appelait « Devenir maman, mon combat contre la maladie ». Le soir où ce documentaire a été diffusé sur TF1, on a reçu 500 mails. 500. On a vu le changement. À partir de ce moment-là, les médias se sont intéressés à son histoire. Et puis, du coup, voilà, effet boule de neige, on a été interviewés, on a pu parler d'endométriose plus ouvertement. Tout le monde aujourd'hui connaît le mot endométriose, même si on ne sait pas exactement ce qui se cache derrière pour certains, mais au moins le mot, il est entré dans le langage commun. Et effectivement, avant ça, on peinait à parler d'endométriose, c'est vrai. Sauf si je ne l'ai pas entendu à cause de la digestion, mais concernant les statistiques, est-ce que vous savez le nombre de dames qui seraient atteintes de cette maladie et qui ne l'auraient pas déclaré ou qui ne le sauraient pas? Difficile. Non, mais d'après vous, non, mais vous pouvez avoir des stats, les gens qui pourraient être atteints de cette maladie et qui ne le déclareraient pas. Ça, alors, il y a deux parties dans votre question. Il y a le côté statistique et l'explication. Aujourd'hui, il y a un chiffre qui revient souvent des 10, autour de 10%, peu importe les substantialités. C'est-à-dire 2 500 000, 3 millions de femmes aujourd'hui en France. Mais statistiquement, aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Est-ce que, et c'est ça la difficulté en santé publique, dans le cadre d'un meilleur dépistage, d'une meilleure prise en charge, est-ce que vu qu'on en parle plus, on en diagnostique plus, mais est-ce qu'il y en a plus? Point d'interrogation. Et le deuxième chose aussi, c'est de se dire, l'autre partie dans votre question, c'est de se dire qu'ils ne les déclarent pas, et ça je trouve que c'est très intéressant, puisqu'il y a beaucoup d'endométriose, j'allais dire qui s'ignorent, mais tant mieux pour elles d'ailleurs,
Mais il n'est pas rare de découvrir, par exemple, moi dans mon métier en tant que chirurgien, je vais opérer une dame pour un autre problème, X ou Y. Par exemple, on va parler de concret, une hystérectomie pour une dame qui saigne à 47 ans, qui n'avait aucun symptôme ailleurs, qui n'a jamais eu aucun problème de fertilité, et pour lequel, au cours de la célioscopie, on va se rendre compte qu'elle a une endométriose majeure. Alors après, majeure, souvent on l'anticipe, mais en tout cas, ça peut arriver. Et ça, on ne comprend pas non plus, et c'est une des pistes de réflexion dans la thérapie, dans le signal douloureux, pourquoi il y a des dames qui vont être très douloureuses, très symptomatiques, d'autres pas du tout. Et aussi, autre question, mais ça c'est tous les trucs qu'on n'a pas la réponse aujourd'hui, mais pourquoi il y a des dames qui vont avoir une endométriose stable dans le temps, et il y en a qui vont évoluer leur endométriose, même malgré les traitements. Et c'est ça la complexité de la maladie. Est-ce qu'on a fait le tour? Alors, mesdames, vous avez le droit de parler aussi. Hein. Mais je crois, si je vois bien, il y a une question d'un homme. Allez-y. Moi, ce n'est pas une question, je voulais simplement témoigner, de dire qu'en tant que président de la commission d'action sociale du territoire Grand Ouest Île-de-France, nous avons déjà été sollicités plusieurs fois pour des demandes de personnes qui souffrent d'endométriose, et nous avons accordé des aides exceptionnelles. Bravo et merci. Merci pour elle. Mais ça, c'est sûr que ça peut être un acteur dans le cadre d'une mutuelle, c'est-à-dire reconnaître ou faire naître, en tout cas rembourser, en tout cas favoriser des parcours de soins qui ne le seraient pas remboursés aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, en cas typique, si vous voulez des cas pratiques, aujourd'hui, par exemple, moi, mes infirmières font de l'éducation thérapeutique au quotidien. Mais au quotidien. Hein. Et pour l'instant, leur acte d'éducation thérapeutique, finalement, n'est pas du tout valorisé. Alors, il ne faut pas trop le dire pour la clinique, mais aujourd'hui, par l'ETP, on va arriver à revoir quelques financements, mais par ailleurs, c'est vrai qu'on peut se dire, nous, on a la chance, à l'inverse, d'avoir une très bonne clinique qui s'est investie dans cette thématique aussi, qui a mis des moyens pour le faire, donc de la même façon que les mutuelles. Mais malheureusement, il faut voir plus large, et on n'est pas tout seul dans notre, petite clinique, dans notre petite ville. La majorité des dames n'ont pas cette chance, quelque part, d'avoir cette reconnaissance, cette prise en charge globale. Et c'est là où on peut dire, comme disait Yasmine, remboursement de certaines choses, l'homéopathie, l'acupuncture, il y a plein de choses à faire d'ailleurs, mais voilà. Une dame. Bien. Une dame, oui. Il va nous... Ah, pardon. Est-ce qu'il y a une forme d'hérédité sur cette maladie, comme ça peut être les cancers, les grands-mères, les mères? Est-ce que c'est... Question, vous pouvez nous répondre. Alors, je suis en train de co-rédiger avec des médecins un petit livre qui s'appelle « Idées reçues sur l'endométriose » et j'ai justement relu hier soir le chapitre d'une gynécologue qui fait des recherches aussi à l'INSERM sur le sujet, justement sur l'hérédité. Et en fait, elle dit que c'est très compliqué, c'est-à-dire qu'il existe des familles où il va y avoir la grand-mère, la mère, les deux filles atteintes d'endométriose. Et puis d'autres familles où il y aura une fille atteinte d'endométriose et on ne sait pas pourquoi, c'est un seul élément. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que quand une mère a de l'endométriose, elle a entre 6 et 7 fois plus de risques de le transmettre à sa fille. Il y a des gènes qui sont impliqués. Ce ne sont pas les mêmes que l'on retrouve, qui s'activent chez des membres d'une même famille atteints d'endométriose. Donc il y a encore une grande partie d'inconnus dans cette maladie, une très grande partie d'inconnus. La conclusion, c'est qu'il n'y a pas d'hérédité à 100%, mais un risque quand même de le transmettre. Je suis entièrement d'accord. Et pour alimenter le débat, c'est que la même chose finalement, et malheureusement on fait le parallèle avec le cancer, c'est-à-dire qu'on sait que dans le cancer, vous avez 30% de formes héréditaires et 70% où il y a quand même une modification génétique, ce qu'on va appeler le grand domaine de l'épigénétique, pour faire très simple, c'est votre mode de vie. Et c'est ça le grand dame, c'est de se dire, et la question c'est de savoir, si vous avez une famille par exemple qui a de l'endométriose, je donne des exemples absurdes, mais est-ce que c'est juste parce que le fait que toute la famille habite au même endroit, exposée au même problème, elle habite à 5 km d'une centrale nucléaire, je dis des bêtises, mais
Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est l'épigénétique, le mode de vie. On sait qu'aussi que l'éducation donne le même mode de vie. Donc, si les parents ne font pas de sport, les enfants ne vont pas faire de sport. Enfin, je vous donne des idées comme ça. Donc, est-ce que ça aussi, ça favorise un état pro-inflammatoire, par exemple? Point d'interrogation. Donc, oui, il y a des altérations génétiques qui aujourd'hui ne sont pas de forme héréditaire. On n'a pas réussi à trouver quelque chose. On a des histoires familiales d'endométriose. Mais aujourd'hui, justement, est-ce que ce n'est pas justement un mode de vie? Enfin, c'est plus complexe que ça. En tout cas, ce que je vous propose, on s'arrêtera sur ce mot de complexité. On peut à nouveau vous applaudir et vous remercier.